Bonsoir Ouzia Kies, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes sociologue et vous êtes mandaté par l'administration pénitentiaire pour diriger le premier programme de détection et de prise en charge des détenus dits radicalisés. Vous travaillez dans deux prisons à Fleury et à Ogny, Fleury-Mérogis dans l'Essonne et Ogny dans le Val d'Oise. Bonsoir Rachid Benzine. Bonsoir. Vous êtes islamologue, auteur d'un livre notamment Le Coran expliqué aux jeunes, aux éditions du Seuil, chercheur associé à l'Institut d'études politiques d'Aix. Avec vous, on va essayer de continuer à comprendre le cheminement de certains nombres de ces jeunes, de ces djihadistes, mais aussi peut-être de ceux qui, on l'espère, n'iront pas jusqu'au bout, mais qui peuvent être tentés. Et comment on peut leur répondre, comment on peut empêcher la dérive, quelle part a vraiment l'islam ou pas, l'islamisme, lequel, de quelle façon, quel mot il faut utiliser, de quelle façon s'adresser à cela. Et d'abord, je voulais votre réaction au discours du gouvernement. Depuis quelques jours, on entend d'abord des initiatives. Depuis 3 jours, fermeture de mosquées radicales, en tout cas hier à Lagny, en Seine-et-Marne, fermeture d'une mosquée pour radicalisation. On y a découvert des textes, on y a découvert une arme. Est-ce que ça c'est le premier pas, c'est une bonne manière de réagir? En tout cas, je ne pense pas que ça soit la bonne. Fermer des lieux de culte d'un point de vue symbolique est toujours catastrophique pour l'image que l'on veut donner de l'islam. En faisant ça, il y a un processus de stigmatisation. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, au mois d'avril, nous disait que le phénomène de radicalisation ne passait pas par les mosquées. Et aujourd'hui, on nous parle de mosquées radicales sans qu'on puisse définir ce que nous entendons par radical. Alors on nous dit qu'il y a des discours de haine, mais on n'a pas accès aussi à ces discours. Donc il y a un flou qui est entretenu et qui, à mon avis, fait que le gouvernement est dans une espèce de surenchère, il veut absolument des chiffres et on a besoin aujourd'hui, face à des temps troubles, d'expliciter, d'expliquer aux gens ce qui est en train de se dérouler. Lorsqu'on trouve des armes, il est normal, je dirais, de perquisitionner et de les arrêter, mais attention à ne pas stigmatiser et de ne pas permettre aussi aux croyants de pouvoir aller dans ces mosquées. Le problème, c'est pas la fermeture des mosquées, le problème, c'est les prédicateurs qui y sont. Et à partir du moment où on a des preuves concrètes que les prédicateurs appellent à la violence, la justice doit faire son travail. Voilà, alors apparemment, c'est en vertu de l'état d'urgence que ça a été fait, et donc des preuves ont été découvertes dans cette mosquée précisément. C'est la dissolution de l'association aussi qui a été faite par la suite. Pour vous, même réaction ? Oui, je ne peux être que d'accord avec Rachid. Effectivement, déjà, on sait très bien que ça fait quand même pas mal d'années qu'on ne se radicalise pas du tout dans les mosquées, qu'il y a d'autres lieux de socialisation, notamment la famille déjà, l'école, les prisons quelquefois. Les mosquées, ça fait bien longtemps qu'elles sont surveillées par les services de renseignement et donc évidemment les imams sont très rarement prosélytes ou en tout cas radicaux. Donc je pense que ce sont des effets d'annonce du fait des élections en cours et que chacun essaye de répondre à une extrême droite qui effectivement risque d'avoir un score extrêmement important. Donc je pense que c'est de l'huile sur le feu, tout simplement. Néanmoins, quand certains ont un discours, je pense à ce fameux imam de Brest, vous savez, qui disait aux enfants, si on écoute de la musique, on devient un cochon ou un singe. Et ce type de discours, il ne favorise pas la radicalisation pour vous? Alors, ça dépend ce qu'on entend par radicalisation, c'est ce que disait Rachid. C'est quoi la radicalisation? En sciences sociales, on définit la radicalisation sur le fait qu'on impose une idéologie en utilisant la violence. Cet imam-là, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai entendu son discours, c'est un discours qu'on va dire fondamentaliste, orthodoxe, effectivement, c'est un peu le repli communautaire, on ne vit pas avec les autres. Mais ce n'est pas forcément un discours qui engendre forcément la radicalisation. Donc je pense qu'on fait un peu l'amalgame des deux, justement, entre le fondamentalisme, qui est un problème en soi par rapport au vivre ensemble, mais qui n'est pas forcément un moyen de basculer dans la violence. Mais dans votre travail d'islamologue, justement, de retour au texte, dans le livre que vous faites pour expliquer aux jeunes, ça fait partie de votre travail, peut-être d'expliquer la différence entre un discours de fermeture et un discours de participation à la vie collective. Oui, en tout cas, mon travail s'inscrit dans une perspective historique de mettre le Coran d'abord dans sa société du 7e siècle pour que les jeunes puissent trouver des outils historiques pour essayer de voir comment cet islam considéré comme leur religion s'est construit dans l'histoire. Il faut autrement dit humaniser et ne pas parler d'islam en général. C'est pour ça que mon travail s'intéresse d'abord particulièrement au Coran dans sa société du 7e siècle et ensuite on peut montrer comment ce texte-là, considéré par les croyants comme
comme une révélation, va donner lieu à de futures, je dirais, discussions, à de futures productions de sens. Et une évolution, et donc vous dites attention au sens littéral. Oui, en général, le sens littéral n'existe pas. Le sens littéral est déjà une construction. En fait, on n'a jamais accès à la littéralité du sens. Et les gens, en vérité, quand ils lisent un texte, ils sont déjà producteurs du sens. Donc c'est une illusion. Et il s'agit de mettre à la disposition des jeunes et des moins jeunes des outils pour lire un grand texte qui a quand même permis de construire une civilisation. 15 siècles d'histoire, ce n'est pas rien. Et donc quand les gens plongent directement sur le texte, ils ne finissent par trouver qu'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que lire un texte comme ça, un grand texte fondateur, il faut quand même mettre de la distance, des outils et surtout dire aux jeunes que le Coran est en train de parler à des gens qui ne sont pas lui, dans une société qui n'est pas la nôtre. Et donc on a besoin de cette épaisseur historique pour montrer que l'islam s'est toujours adapté dans des cultures et dans des sociétés complètement différentes. Alors je continue sur les propositions du gouvernement puisqu'on parle maintenant de vous qui travaillez en prison notamment avec des gens qui parfois reviennent de Syrie ou bien certains qui sont tentés d'y aller, projet de réforme constitutionnelle qui prévoirait la déchéance de nationalité pour les binationaux, y compris ceux nés en France. Est-ce que ça c'est rédhibitoire? Est-ce que ça c'est une manière d'empêcher peut-être un passage à l'acte? Écoutez, ça existe déjà, hein, la question de la déchéance de la nationalité. Maintenant, on voit bien que pendant des années, la question de l'identité, là, la déchéance de nationalité ne peut être en direction que des binationaux. Donc, on est encore sur la question que finalement, à être issu de l'immigration et avoir une double nationalité, c'est ne pas être tout à fait français. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là des Français qui ne sont que français et qui ne sont pas binationaux et qui sont radicalisés, qui peuvent être radicalisés. On voit bien que ça touche non pas uniquement des jeunes issus d'immigration. Donc là, je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Je pense que le discours implicite derrière, si nous allons jusque-là, cela veut dire qu'on ne les a jamais considérés comme des Français à part entière. Et ça, à mon avis, ça crée deux catégories de citoyens. Et ça, aujourd'hui, un certain nombre de prédicateurs radicaux risquent de jouer là-dessus. En disant, voyez, on vous avait dit, vous n'êtes pas Français. Ils ne vous considèrent pas comme Français. Et d'ailleurs, regardez, lorsque vous n'êtes pas traités de la même manière. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de discours en termes de surenchère qui est là pour lutter contre l'imaginaire du Front National qui est dangereux pour la société, et on continue, comme le disait Louisa, à mettre de l'huile sur le feu. Or, on a besoin véritablement de prendre du recul, on a besoin d'apaiser cette société en lui donnant à comprendre ce qui est en train de nous arriver. Alors justement, c'est quoi la méthode? Comment vous travaillez quand on voit les profils de ces jeunes radicaux qui deviennent des assassins monstrueux, qui sont l'auteur de massacres comme ceux du Bataclan, mais aussi ceux qui ne passent pas à l'acte et que vous rencontrez? Alors je ne rencontre pas que des radicaux, des radicalisés en prison. Hein. Le programme qui est mis en place, et vraiment c'était volontaire de notre part, de la part de l'équipe, d'avoir un groupe de détenus hétérogènes. Donc pas forcément tous radicalisés. Il y a effectivement des retours de Syrie. L'idée, c'est simplement, le point commun, c'est qu'ils sont tous jeunes. C'est vraiment des très jeunes. Donc je ne travaille pas sur les mineurs, mais les plus de 18 ans, c'est en moyenne d'âge pas plus de 24 ans. Donc c'est l'écoute d'abord. C'est vraiment les écouter, leur offrir un espace de dialogue, d'échange sur leur vision du monde. Et quelquefois, ce ne sont pas forcément des jeunes qui ont été simplement embrigadés par une secte. Moi, je n'y crois pas, en tout cas, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi des universitaires qui sont en prison, qui ont des convictions politiques par rapport à ce qui se passe dans le monde, qui sont légitimes, si vous voulez. Ce qu'on essaye de faire, c'est sans contre-discours, d'essayer de leur dire qu'il y a d'autres moyens que l'utilisation de la violence. Mais ils ont une vision du monde, et effectivement, la question de l'humiliation, le sentiment de ne pas forcément être totalement français, c'est quelque chose qui revient régulièrement et pas uniquement en détention. On retrouve ça auprès des jeunes dans des collèges, dans des lycées, et pas uniquement sur les jeunes issus de l'immigration, parce que des jeunes convertis notamment découvrent la discrimination au moment où ils deviennent musulmans, si vous voulez. À partir du moment où ils deviennent visiblement musulmans, ils se sentent discriminés. Et c'est ça tout le problème en fait, c'est leur offrir un espace vraiment de dialogue.
mais pas seulement en prison. C'est un problème multifactoriel et qui suscite aussi une coordination au sein des ministères, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Les itinéraires, en fait, sont complexes et ils sont divers. Oui, ils sont divers et comme vient de le dire Luisa, c'est des catégories sociales complètement différentes. On peut être issu de l'immigration ou pas issu de l'immigration. On voit qu'il y a des décrochages aujourd'hui d'une grande partie de la jeunesse. Et ce malaise de la jeunesse est européen et mondial. Mais quand vous entendez le Premier ministre ou d'autres personnalités qui disent « c'est pas parce qu'on était dans un quartier difficile ou qu'on a un itinéraire personnel difficile qu'on doit devenir un djihadiste quand même », ça c'est vrai. Il ne s'agit pas... Il n'y a pas de culture de l'excuse. Non, mais je veux dire, il ne s'agit pas d'excuser. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de comprendre l'itinéraire de ces gens-là. Ensuite, lorsqu'ils partent en Syrie, ils partent pas tous pour faire le djihad, pour mener des armes. Il y en a qui y vont par idéal. Il y en a qui disent, faute de réussir leur vie, ils veulent sauver la vie des autres face à des injustices. Et puis il y a ceux qui sont les plus radicaux qui disent, faute de donner un sens à notre vie, donnons un sens à notre mort. Ça, c'est une partie de l'équation. Maintenant, il existe une autre partie de l'équation. Il faut savoir pourquoi le discours de Daesh séduit. Et là, on voit qu'il propose une offre idéologique très forte qui repose sur trois mythes qui sont quand même très puissants parce que le mythe vous permet à la fois de comprendre votre situation, de vous inscrire dans le passé et en même temps d'avoir un avenir. Il y a trois mythes. Le premier mythe, c'est d'abord le mythe du califat versus le capital, donc toute cette société capitaliste. Le deuxième mythe, c'est puisqu'on arrive, on a du mal à faire face à ce capitalisme qui crée de l'exclusion, on va faire sauter toute la société. En faisant sauter la société, on fait sauter le capitalisme. Et ensuite, Daesh va jouer sur la création d'un espace symbolique pour dire aux musulmans, vous êtes maltraités dans des pays musulmans parce que vous avez des dictateurs, vous êtes maltraités dans des pays européens, venez ici, vous allez pouvoir être musulmans. Et donc ils sont attentifs à tous les discours que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne l'islamophobie, à cette manière. C'est-à-dire que nous avons un vrai problème de jeunesse et un vrai problème de reconnaissance. Les gens cherchent de la reconnaissance et aujourd'hui, face à une idéologie aussi forte, aussi radicale, qu'est-ce que nous mettons en face? Dans les années 60-70, nous avions des idéologies. Aujourd'hui, pour un jeune qui a envie d'emprunter une idéologie un peu plus radicale, qu'est-ce qu'il a? Il a le phénomène altermondialiste et les écolos. Altermondialiste, il faut rentrer dans le réseau. Écolo, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous voyez, il y a une idéologie bon marché qui fonctionne. Et on n'y arrivera pas si on n'est pas capable d'avoir une autre offre aussi radicale. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci d'être venus sur notre plateau. C'est le 20h politique d'Alain Marchal tout de suite.